Elles agissent dans l'ombre, dans le secret, sous couverture, parfois sous une autre identité. En France et dans le monde, les espionnes ne sont pas très nombreuses, c'est vrai, mais certaines d'entre elles ont, dans le passé, changé l'histoire. L'histoire avec un grand H. Alors disons-le clairement, les espionnes existent. Elles apparaissent petit à petit dans la littérature, dans les séries aussi, grappillant de l'espace dans l'imaginaire collectif, parfois bien loin des James Bond Girls. Et ce serait d'ailleurs peut-être une vraie reconnaissance pour le rôle des espionnes si le prochain agent 007 était une femme. On verra ce que l'avenir nous dit. Les deux livres qui nous intéressent ce midi se lisent comme des romans et pourtant tout est vrai à l'intérieur. L'histoire de femmes qui ont donné leur vie au renseignement. Le Book Club met en lumière ces figures féminines méconnues de l'espionnage, accompagnées comme tous les jours par la communauté du Book Club. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. C'est une femme hors du commun, elle est belle, c'est une vraie bombe, elle est pugnace, elle n'a peur de rien et elle est nymphomane. Et puis c'est une espionne qui vit dans le secret pendant des années, elle risque même sa vie pour cette mission. Lucie et Babette, membres de la communauté du Book Club qui ont lu les livres de nos deux invités. Bonjour Chloé Eberhard. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance dans le Book Club. Vous êtes journaliste au journal Le Monde. L'autrice du livre enquête « Les espionnes racontent » que vous aviez publié aux éditions Robert Laffont en 2017 et dont vous nous proposez aujourd'hui une version dessinée en coédition chez Arte Éditions Steinkiss avec les dessins d'Aurélie Paulet. Dans votre livre, Chloé Eberhard, vous partez sur les traces des espionnes des principaux services de renseignement engagés durant la guerre froide. Qu'est-ce qui d'abord vous a donné envie de vous lancer dans cette enquête, pas si évidente que cela, puisque vous nous racontez bien à quel point il a été difficile de délier les langues. Oui, c'est peu de le dire. En fait, je suis arrivée à ce sujet complètement par hasard. À l'époque, j'étais journaliste indépendante et je travaillais pour la presse féminine, entre autres. Et c'était en 2010. Et à l'époque, les Américains avaient identifié 10 agents russes sur leur territoire et les avaient expulsés. Et ça avait été pas mal médiatisé. Et parmi ces 10 agents russes, il y avait une femme, Anna Chapman, d'une vingtaine d'années, rousse aux yeux verts, forte poitrine, très bien fichue. Et pour la presse féminine, c'était du pain béni. Et tout le monde avait fait des sujets sur cette personne en particulier. C'était l'angle qui avait été choisi. Beaucoup de journalistes avaient titré « La Mata Hari du XXIe siècle ». Voilà, elle attirait vraiment les regards. Et moi-même, j'avais fait un article anglais sur elle. Et ça m'avait quand même interpellée. Je m'étais dit, mais donc, ça ressemble à ça. En vrai, une espionne, ça ressemble vraiment à la James Bond Girl. Ça ressemble au cliché qu'on a tous en tête. Et j'étais assez sceptique. J'avais du mal à imaginer que tout était des créatures de rêve. Et j'avais donc fait cet article qui était assez court à l'époque. Et à cette occasion, j'ai rencontré des interlocuteurs, des anciens des services pour essayer de comprendre comment elle avait pu se faire attraper par les Américains, etc. Et on s'était fait la remarque, les uns les autres, que c'était un sujet assez peu traité par les journalistes, finalement, les officiers de renseignement en exercice aujourd'hui. On a pas mal parlé des espionnes à travers l'histoire, mais finalement, rencontrer des espionnes aujourd'hui qui vous parlent et qui vous racontent leurs opérations, ça avait été assez peu traité. Et je m'étais dit, tiens, chiche, je vais tenter l'expérience, je vais voir si j'arrive à en trouver. Et puis si j'y arrive, j'en ferai un livre, ce sera super. Mais quand j'ai commencé, c'était pas gagné. Donc voilà, l'idée c'était à partir de cette Anna Chapman, de voir si la réalité correspondait au mythe qui a été créé par la fiction beaucoup. Et de voir si c'était voilà, ça existe des professionnels du renseignement qui ne sont pas des bombes et qui ne sont pas que des faire-valoir, etc. Donc c'était l'idée de départ. Vous allez nous expliquer évidemment, comme vous avez fait pour les convaincre de vous raconter leur histoire, mais pour échanger sur les femmes espionnes, nous avons aussi convié Stéphanie Deor. Bonjour.
Bonjour Nicolas. Vous publiez aux éditions Albin Michel votre récit Cynthia, où vous nous racontez l'histoire d'une espionne, Betty Pack. Cynthia, c'est son nom de code, bien sûr, et son histoire a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Je le disais en ouverture, ça se lit comme un roman. Puis vous êtes évidemment romancière, donc ça se comprend, mais c'est pas totalement un roman, puisque vous le précisez dès le début du livre, il n'y a rien de fictif en ce qui concerne Betty Pack dans votre livre. Absolument. J'ai fait des recherches, de nombreuses recherches, et j'ai pris les faits qui m'intéressaient. À partir de là, je me suis approprié le personnage que j'ai réinventé. Et je suis devenue le personnage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant pour un auteur, si vous voulez, de devenir ce personnage, de vivre sa vie. Et en l'occurrence, Betty Pack, je ne la connaissais pas. Je suis tombée sur elle totalement par hasard. C'est vrai que je cherchais une espionne. Et c'est vrai, Chloé parlait d'Anna Chapman. J'ai pensé à Anna Chapman. Mais il y avait eu trop de choses sur Anna Chapman. J'ai cherché quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et quand je suis tombée sur Betty Pack, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Sa vie est incroyable. Tout ce qui l'entoure est fascinant. Mais comment est-ce que c'est vrai? Et la réalité dépasse la fiction. Je n'aurais jamais osé écrire tout ce qu'il y a dans ce livre. Je n'aurais jamais osé l'imaginer. Et cette fille m'a fascinée, emportée, sa vie, son audace, son combat contre l'idéologie nazie, son patriotisme à une époque où l'Amérique n'est pas encore en guerre, et puis son amour des hommes. Cette femme, c'est un James Bond au féminin. Mais rendez-vous compte, pour une romancière, c'est extraordinaire. Alors justement, on va écouter Babette. Babette, elle a lu votre livre, Cynthia, donc, et voici ce qu'elle en retient. C'est une biographie de Betty Pack, une Américaine qui va être recrutée par les services secrets britanniques au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme hors du commun, elle est belle, c'est une vraie bombe, elle est pugnace, elle n'a peur de rien et elle est nymphomane. Elle va tout faire pour sauver son pays et elle va vivre à toute allure. Dans ce roman, vous allez croiser des personnages historiques, mais aussi des écrivains, des espions, et notamment Ian Fleming, le père de James Bond. Et vous verrez d'ailleurs que Cynthia, c'est le portrait craché de James Bond, mais au féminin. Vous allez voyager d'Amérique en Espagne, vous allez trembler, vivre à un rythme effréné des aventures qui sont complètement romanesques et pourtant complètement vraies. Le personnage donc de Betty Pack que vous racontez dans votre livre Cynthia, du nom de son nom de code. Stéphanie Desor, qu'est-ce qui vous a séduit d'abord chez ce personnage? Alors, on a raconté son amour des hommes, vous l'avez dit. Alors, oui, son amour des hommes. Alors, merci Babette pour ce mot, mais Betty n'est pas une nymphomane. Alors, allez-y, voilà. dites tout. Betty est une grande amoureuse, une nymphomane s'envoie en l'air parce que ça lui plaît et peu importe. Non, Betty tombe amoureuse à chaque fois. Elle se sert de ses charmes pour arriver à ses fins. Elle utilise la séduction, elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle peut se jouer des hommes. Elle le sait, elle a conscience de tout ce qu'elle peut faire. Et elle s'en sert et elle en abuse. Mais c'est pas de la nymphomanie, c'est juste je veux le renseignement. Et si je deviens une femme fatale, si je t'envoie toute ma sensualité, tu me donneras ce renseignement. Et elle y arrive, ainsi. Donc, c'est pas de la nymphomanie, c'est juste user de ses charmes. Et par ailleurs, elle tombe amoureuse, pas de tous, mais de pas mal. Et voilà, et ça m'a séduit. Cette femme amoureuse m'a séduit. Cette femme qui est prête à tout, oui, pour sauver son pays, mais qui se laisse aller et qui, quand un homme la quitte parce que les circonstances font que elle doit quitter l'Espagne ou elle doit quitter la Pologne, elle en a le cœur brisé. Laisser derrière elle Carlos Sartorius ou Michal Loubianski, ça lui brise le cœur. Vous me direz, elle se consolera vite, mais ça lui brise le cœur. C'est une femme sentimentale. Betty Thorpe, elle est née en 1929. À quel moment elle se rend compte qu'elle va avoir un destin hors du commun dans ce que vous avez pu lire d'elle et dans la façon dans laquelle vous l'avez raconté? Alors, elle n'est pas née en 1929 parce qu'elle aurait 10 ans au moment de la guerre. Elle est née... elle est en... Non, pardon, oui, c'est en 1929. Enfin, vous avez raison. C'est en 1929 que vous racontez ce moment du journal intime qu'elle referme en se disant «
je suis une femme secrète et désormais je ne raconterai plus rien, mais je vais vivre ma vie de femme qui va utiliser la ruse pour obtenir les informations. Voilà. Alors, vous savez, on ne naît pas espion. Je pense que Chloé ne me contredira pas. Un jour, on est remarqué. Betty n'a pas cherché à faire du renseignement. Betty a juste cherché à faire échapper son amant, Carlos Sartorius, des geôles espagnoles. Et donc, elle a utilisé certains moyens. Ensuite, quand elle est en Pologne et qu'elle comprend que qu'Hitler va tout faire pour mettre la main sur l'Europe, elle va encore donner de sa personne, son audace, son courage vont lui permettre d'obtenir le renseignement. Elle ne veut pas devenir une espionne, elle est repérée. Quelque part, elle est un agent, elle est repérée par les grands espions qui disent « celle-ci, on peut l'utiliser ». Elle est prête. On va peut-être pouvoir un peu la former et elle va tout donner pour nous. Et c'est ce qui se passe. Lily racontait Cynthia comme une femme, une espionne qui va coucher pour mieux espionner en quelque sorte. Ça met du sel évidemment dans son histoire. Bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Vous le dites aussi et vous décrivez un personnage avec un caractère très fort, notamment une femme très libre. Une femme libre, oui, pour l'époque certainement. Elle ne se pose pas de questions. C'est une patriote. On se bat contre l'Axe. L'Amérique n'est pas en guerre. Hitler envahit l'Europe. C'est elle qui remet les plans d'Hitler pour envahir toute l'Europe. Elle les remet au Premier ministre anglais. Elle sait ce qu'il y a dedans. Personne ne la croit à ce moment-là. Et plus tard, elle aura pour mission, effectivement, elle ne sera pas toute seule, mais de faire basculer certains sénateurs américains de façon à ce que la loi Preble, qui va permettre de prêter des armes aux Anglais sans qu'ils les payent tout de suite, de façon à ce que cette loi soit votée. Betty Pack, par idéologie, par patriotisme, par amour de son pays, va tout faire pour combattre Hitler et le fascisme. Dans Les espionnes racontent, Chloé Eberhardt, il n'y a pas vraiment cette dimension sexuelle, mais il y a, c'est vrai, cette première idée qui apparaît au début de votre livre sur l'intuition féminine. Ça se passe au moment où vous rencontrez le professionnel du renseignement de la guerre froide, Edmond Béranger, qui vous reçoit et qui vous dit de but en blanc que dans le renseignement comme dans la vie, les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Et ça, vous vous dites tout de suite, c'est un cliché. Oui, je me dis ça tout de suite parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la bouche des hommes que j'ai rencontrés au début de mon enquête, puisque pour trouver les femmes espionnes, il a d'abord fallu que je sympathise avec des hommes, puisqu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux dans le milieu. Et c'est vrai que tous me disaient « Ah mais quel formidable sujet, vous avez raison, les femmes ont plus d'intuition, ont plus de psychologie, on se confie davantage à une femme, etc. » Et moi je leur disais « Mais alors pourquoi vous n'en avez pas fait travailler davantage ?» Parce que c'est vrai que la présence des femmes au sein du renseignement reste assez minoritaire aujourd'hui, même s'il y a de gros progrès qui sont faits. Et c'est vrai que voilà, je l'ai titillé un peu sur ce thème. Et une des questions que je me pose dans l'enquête, c'est justement, est-ce qu'on peut faire une généralité de genre de ce type ou pas ? Et moi, je pense qu'il en existe une, effectivement, que les femmes sont peut-être mieux dotées que les hommes dans le renseignement, précisément parce qu'elles sont moins nombreuses. Et qu'à partir de là, quand un espion ou un officier de renseignement ou un agent vous suit dans la rue, si c'est une femme, vous allez peut-être moins le soupçonner d'être un espion que si c'est un homme. Parce que dans les mentalités, ça commence à changer, mais quand même, l'image qu'on a de l'espion est masculine. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les services ont compris peut-être un peu sur le tard, puisque souvent, les services sont des émanations de l'armée, enfin, c'est des milieux très virils, et les femmes ont longtemps été simples secrétaires dans ces milieux-là, et ils ont commencé à comprendre petit à petit qu'elle pouvait représenter un atout parce que justement elle passe beaucoup plus incognito. Donc moi j'ai l'impression à l'issue de mon enquête que c'est plus finalement ce côté-là qui permet une généralisation. On peut s'autoriser une généralisation de genre sur ce thème-là plus que sur une prétendue intuition que toutes les femmes auraient. Même si voilà, il n'y a pas de statistiques globales qui existent, peut-être que les femmes ont plus d'intuition que les hommes, mais je pense qu'il y a aussi des femmes qui n'en ont pas et des hommes qui en ont beaucoup. Donc
voilà, j'étais pas forcément à l'aise au départ avec cette idée que tous les hommes me servaient. Edmond Béranger qui vous dit aussi que les services secrets sont le reflet de notre culture. Et là, il nous explique en quelque sorte qu'est-ce qui fait dans la culture de chaque pays qu'on a donné plus de place aux femmes dans le renseignement ou pas. Et il cite notamment la tradition protestante des Britanniques et des Américains qui ont toujours réservé une place particulière aux espionnes. Il cite aussi l'égalitarisme des communistes russes qui ont formé des femmes très rapidement. Et il dit les Français, eux, sont catholiques, donc sont conservateurs, donc il y a moins de femmes dans le renseignement français. Oui, alors ça, c'est son point de vue assez personnel. Au final, j'ai rencontré des Britanniques, des Américaines, même des Israéliennes, enfin une Israélienne, et toutes ont eu beaucoup de mal à se faire une place. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes, donc pour qu'elles soient d'accord pour me raconter des opérations, des dossiers, il fallait qu'elles soient à la retraite. Parce qu'en exercice, vraiment, elles n'ont pas le droit de parler. Donc elles ont toutes travaillé pendant la guerre froide, dans les années 60, 70 ou 80. Et donc toutes ont été pionnières finalement. Et donc même la Britannique que j'ai rencontrée, qui est dans l'enquête parue en 2017 chez Robert Laffont, mais qu'on n'a pas gardée dans la bande dessinée. Même la Britannique qui est devenue directrice générale du MI5, au début, on l'a vraiment prise de haut. Donc bon, je sais pas si son analyse culturelle fonctionne tant que ça. Parce que je pensais qu'en Israël, par exemple, où vraiment ils sont en état de guerre permanente et où vraiment le renseignement joue une place vraiment très très importante, je pensais que l'égalité serait davantage acquise. Et Yola, l'espionne que j'ai rencontrée, au début, on l'a refusée pour la mission au prétexte que c'était trop dangereux pour une femme. Donc j'ai l'impression quand même que l'obstacle était assez global, malgré tout. Sur la démarche, sur vos deux démarches, Stéphanie Desor, d'abord, vous m'avez dit tout à l'heure qu'en tant que romancière, vous vous immergez dans la vie de vos personnages. Oui. Vous travaillez en lisant des ouvrages qu'on a écrits sur ces personnages et presque vous devenez ce personnage-là. Ça veut dire qu'en tant que femme, vous vous êtes imaginée espionne. Ah mais tout à fait, mais en fait pour n'importe quel livre, c'est très étonnant. Moi je me lève très tôt, chacun sa méthode. Je me lève à 4h30, j'écris à 5h. J'ai l'impression d'être sous hypnose. Vous savez, c'est ma thérapie à moi. Et en l'occurrence, quand j'étais Betty Pack, pendant de 5h du matin à 9h du matin, je ne suis dérangée par rien. Donc je suis elle. Totalement. Je deviens elle. Et donc vous dépassez le cliché qui dit que les espions sont des hommes. Vous arrivez à vous imaginer en tant qu'espionne. Ah tout à fait, mais alors moi j'ai pas d'analyse sociologique ou culturelle parce que je suis romancière, donc j'ai un personnage, je m'immisce dans ce personnage, je deviens ce personnage et je vis ses aventures et je les écris presque automatiquement. J'ai effectué toutes mes recherches précédemment, donc tout est là, écrit sur des grands cahiers et à 5h du matin, la vie surgit au bout de mes doigts, cette vie-là, et c'est celle que j'écris. Et c'est juste formidable. Sauf qu'à 9h du matin, quand le quotidien arrive, que mon compagnon se lève et me demande où est son petit déjeuner, alors je peux vous dire que ça, c'est épouvantable et que je préfère retourner à l'oreille contre mon coffre-fort que je dois ouvrir. Bon, il faut le laisser préparer son petit déjeuner tout seul. Chloé Eberhard, c'est amusant aussi parce que dans la bande dessinée, vous vous mettez en scène, vous nous soumettez vos doutes, vos questions, et vous l'aviez dit, vous n'étiez pas journaliste spécialiste du renseignement ou de la sécurité, et donc vous nous montrez en tout cas peut-être cette idée de comment faire pour rentrer dans ce milieu, on l'a dit, très masculin, mais aussi très fermé, un milieu qui n'accueille pas à bras ouverts les journalistes non plus. Non. Et la question de la présence du jeu dans le récit a été assez problématique pour moi au départ parce que je trouvais que c'était un peu un gimmick de journaliste qui aime bien se mettre en scène pour se faire un peu mousser l'ego et je voulais pas y céder. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était le seul moyen d'avoir un fil rouge narratif en fait pour pas avoir des portraits juxtaposés sans lien entre eux et puis que c'était assez intéressant, je pense, de raconter un peu le making-of, les coulisses, tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour approcher ces femmes. Et j'ai rencontré des personnages assez hauts en couleur. Là, vous citez Edmond Béranger, qui est un ancien de la DGSE, qui est un vieux monsieur assez délicieux et assez amusant,
qui m'a beaucoup aidée. Mais il y en a d'autres. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer tous les obstacles toutes les vestes que j'ai reçues, tous les revers que je me suis prise. Franchement, ça vous apprend l'humilité. Il vous dit d'ailleurs, Edmond Béranger, il vous a prévenu, je ne voudrais pas vous décourager, mais vous risquez de rencontrer un certain nombre de difficultés. C'est peu de le dire. Ce qui m'a amusé, c'est que c'est lors votre première rencontre avec lui, c'est dans un hôtel à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Il vous a donné rendez-vous à 17h. D'ailleurs, c'est la même heure que dans le début du livre de Stéphanie Desor. Il y a, je pense, un moment où les espions se rencontrent, c'est vers 17h. À mon avis, il y a quelque chose dedans. -2, +3, ça veut dire que si votre contact n'apparaît pas 2 minutes avant 17h ou avant 3 minutes après 17h, l'entrevue est reportée. Ça, c'est assez amusant. On va écouter Lucie, si vous voulez bien. Lucie, elle a lu votre livre, Chloé Eberhard, et voici ce qu'elle en retient. J'ai adoré cette lecture et j'ai trouvé que tous les témoignages des espionnes étaient très intéressants. Je dirais que ma préférée, c'est Yola du Mossad, qui a aidé dans l'exfiltration de juifs éthiopiens en Israël. D'abord parce qu'on en apprend sur ces faits historiques, auxquels j'avoue personnellement n'avoir jamais vraiment entendu parler auparavant. Et puis c'est une espionne qui vit dans le secret pendant des années, elle risque même sa vie pour cette mission, dont elle ne sait d'ailleurs pas quand est-ce qu'elle se terminera. C'est pourquoi je trouve que c'est cette espionne-là qui est vraiment à l'image du livre, puisqu'on voit au niveau de sa personnalité que c'est une femme indépendante et dévouée, et que ça s'inscrit justement dans cette démarche féministe du livre, de mettre en avant la place des femmes dans le renseignement. Remettre donc la place des femmes dans le renseignement. Est-ce qu'il y a véritablement une démarche féministe, comme le dit Lucie, Chloé Eberhard, quand vous nous racontez ce qu'a fait Yola? C'est vrai que Yola, c'est assez surprenant. On imagine les espions dans des missions ponctuelles, et là, elle nous raconte à quel point toute sa vie est devenue presque sa mission. C'est ce qu'elle dit assez fièrement. Son chef de l'époque lui a dit qu'elle avait accompli la mission la plus dangereuse jamais réalisée par une femme pour Israël, puisqu'elle était sous couverture au Soudan, qui était un pays musulman qui appliquait la charia, donc déjà dans les années 80, pendant 3 ans. Elle m'expliquait que souvent les missions sont ponctuelles en fait. On t'envoie dans un pays accomplir quelque chose et puis tu rentres quand tu fais partie d'un service opérationnel comme celui pour lequel elle est partie. Or là, c'était une opération vraiment longue. Donc c'est un peu ça qui l'a distinguée. Et Yola est quelqu'un de très féministe, effectivement, qui assume vraiment un statut de femme libre, qui a divorcé 3 fois. C'est toujours elle qui est partie. Elle tient à le faire savoir. Et moi, mon parti pris, honnêtement, il n'était pas forcément féministe au départ. C'était, comme je l'ai dit plus tôt, de voir quelle était la réalité derrière le fantasme. Et le fait est que j'ai trouvé des femmes, je ne savais pas qui j'allais trouver au départ, et j'ai trouvé des femmes qui ont accompli de grandes choses. Elles ont été d'autant plus méritantes qu'elles partaient vraiment avec des bâtons dans les roues, étant des femmes. Donc au final, c'est sûr que les gens me disent beaucoup que c'est un livre féministe. Et je pense qu'il l'est dans la mesure où il donne la parole à des femmes qui, pour la plupart, ne l'avaient jamais prise et qui se sont révélées assez heureuses d'avoir participé au livre. Parce qu'évidemment, au début, je me suis dit pourquoi elles acceptent de me parler. Est-ce que je ne me fais pas manipuler par les Russes, notamment, qui veulent me vendre de belles histoires à la gloire du KGB. J'essayais toujours de savoir d'où elles parlaient, quelles étaient leurs motivations. Et je pense, quand on me demande le point commun entre toutes, je pense vraiment que même Geneviève, la Française, qui avait regardé mai 68 de haut en se disant qu'est-ce que c'est que ces femmes énervées dans la rue, enfin elle qui est très, très comme il faut, très plutôt conservatrice, etc. Même elle finalement a un discours assez féministe de dire bah oui, j'ai dû m'imposer, les hommes voulaient que je fasse la vaisselle après les apéros au bureau. Et ce qui est intéressant, oui, avec Geneviève, c'est qu'elle entre à la DST, la direction de la surveillance du territoire, par le biais de son mari. Et donc, presque, il y a une double challenge, double défi pour elle, c'est-à-dire s'imposer dans un milieu d'hommes, c'est vrai, et s'imposer en étant la femme d'eux. Oui, bien sûr. Et à l'époque, d'ailleurs, donc, dans les années, elle, c'était les années 70, mais c'était souvent comme ça. C'était souvent par cooptation, parce qu'il n'y avait pas de concours d'entrée à l'époque. Et puis, on n'allait pas forcément
c'était pas systématique d'aller chercher une femme pour une mission particulière. Enfin, le réflexe n'était pas encore rentré dans la tête des dirigeants des services. Et donc souvent, c'était le mari dont la femme cherchait du travail. Et puis, il se disait, bah tiens, t'as qu'à venir dans la maison avec moi. Et ça arrangeait assez les directeurs des services secrets, puisque l'enquête de sécurité de pré-embauche est plus facile. Et puis, il disait souvent, bah, comme ça, au moins, elle comprendra pourquoi tu rentres tard, elle arrêtera de te... Parce que c'était vraiment ça. Hein. Moi, je me disais, mais Geneviève, vous exagérez. Ils étaient quand même pas machos à ce point. Elle me dit, mais vous n'imaginez pas. Tu pourras laver les verres après les apéros. Il y en a un qui nous dit ça quand elle arrive dans le service. C'était vraiment ça. Et chez les Anglais, c'était pareil. Hein. En tout cas, c'est ce que me dit Stella Rimington, qui n'est pas une rigolote. Donc, je ne pense pas qu'elle ait forcé le trait. Stella Rimington, donc l'ancienne patronne du MI5, qui a gravi les échelons. Donc oui, c'était souvent par cooptation. Et parce qu'aussi, ce que me disait d'ailleurs Jonah Mendes de la CIA, c'est qu'elle, par exemple, ne savait même pas que la CIA existait. Il n'y avait pas du tout, à l'époque, de films encore, enfin en tout cas, elle n'en avait pas vu, de films d'espionnage. Il y avait pas les services ne communiquaient pas, il n'y avait pas de campagne de recrutement. Donc elle, quand son conjoint, son fiancé lui a dit qu'il travaillait là, elle ne savait pas de quoi il parlait. Donc évidemment qu'elle ne rêvait pas d'entrer dans le service. Elle est affectée à la prestigieuse division anti-soviétique. Elle doit, en quelque sorte, trier les agents, savoir s'ils sont des espions, s'ils sont en lien avec des agents russes. Et puis surtout, elle va contribuer à l'histoire. Et c'est ça qui est formidable dans les deux histoires que vous nous racontez, mesdames. Il y a évidemment Geneviève qui va ficher Vietrov, alias Farwell, spécialiste des renseignements scientifiques et techniques du KGB. Et puis, dans votre livre, Stéphanie Desor, il y a Betty Pack qui va donc risquer sa vie. On est évidemment un peu plus tôt dans l'histoire, puisqu'on est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, qui risque sa vie pour Enigma. Elle est ainsi devenue l'espionne dont l'Angleterre avait besoin. Oui, c'est elle qui fait passer les plans d'Enigma à Bletchley Park, parce que Alan Turing a imaginé la machine, l'ancêtre de l'ordinateur, mais pour arriver au décryptage d'Enigma, il fallait avoir les plans. Et en fait, cette machine Enigma était passée des années avant entre les mains des Américains, des Anglais, des Français. Personne n'en voulait. Et elle a terminé en Pologne. Et en fait, Betty, à l'origine, est femme de diplomate. On a oublié d'en parler. Donc, elle est femme d'eux. C'est son statut. Elle est là pour être belle et briller pendant les réceptions. Et ça lui permet aussi d'aller dans divers pays. Et en Pologne, lors d'un dîner, elle comprend qu'elle a le renseignement qui dit que Enigma est en train d'être décrypté quelque part en Pologne. Et c'est là où elle va s'immiscer et récupérer les plans et les faire passer à l'Angleterre. Et il y a d'autres aventures comme ça qui vont lui permettre de changer le cours de la guerre grâce à un renseignement qui sera obtenu de façon plus ou moins douteuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est son recrutement, évidemment, puisqu'elle est américaine et elle est recrutée par les Britanniques. Et vous écrivez, qu'est-ce qui pousse une Américaine à vouloir aider les Britanniques ? On lui a posé cette question, qu'est-ce qu'elle répond ? Eh bien, effectivement, c'est très intéressant parce que l'Amérique n'est pas en guerre. Donc, quelque part, elle est passible de haute trahison. D'accord, elle fricote avec les Anglais, mais c'est sa haine d'Hitler, c'est sa haine du fascisme, et c'est vouloir participer à l'histoire. Et puis, je vais vous dire, je crois que le rôle de femme 2, ça ne l'amuse pas du tout. Elle s'ennuie profondément. Betty Pack n'est pas une mère, Betty Pack n'est pas une épouse, Betty Pack n'est pas la fille que sa mère souhaitait qu'elle soit. Betty Pack a besoin de vivre, elle a de l'audace, elle a du courage à revendre, et elle se lance dans cette aventure. Alors certes, l'appel de l'adrénaline engendre toujours quelque chose de supérieur, mais il y a du courage et il y a une véritable idéologie. Ça, c'est très important. Moi, ce que j'aimerais qu'on dise d'abord, Betty Pack est une patriote. Elle est à l'origine du succès de l'opération Torch, elle est à l'origine du succès de l'opération de Cap Matapan. C'est une patriote. Elle s'est battue avec ses tripes pour des pays qui, finalement, au début, n'étaient pas le sien. C'est ça qui est intéressant et ça renvoie évidemment en écho aussi au récit que vous nous proposez, Chloé Eberhard. C'est la question du patriotisme, de la trahison aussi. Alors racontez-nous Gabrielle Gast que vous rêviez de rencontrer. Et d'ailleurs, vous dites que vous n'avez jamais compris pourquoi elle avait finalement accepté de vous parler.
Oui, Gabrielle Legast fait partie des espionnes qui étaient connues. Je disais tout à l'heure que j'ai dû trouver les espionnes et les convaincre. Donc, certaines d'entre elles étaient des personnages publics, comme dans l'ancienne directrice générale du MI5, évidemment. Et d'autres étaient inconnus et il a fallu que je les identifie, que je les convainque, etc. Et parmi donc, les connus, il y a Gabrielle Legast, qui est une Allemande et qui est vraiment, pour le coup, très connue dans le monde du renseignement, puisque ça a été une des meilleures taupes des services extérieurs de la Stasi. La police politique de l'Allemagne de l'Est. Voilà, d'Allemagne de l'Est. Froide, donc elle, pendant 17 ans, elle a travaillé pour les services secrets de l'Allemagne de l'Ouest. Elle a fait une très belle carrière. C'est quelqu'un de très brillant, polyglotte, thésarde en sciences politiques. Pendant ces 17 ans, elle était en fait une taupe pour la Stasi, donc pour l'Allemagne de l'Est. Elle a même réussi à adopter son neveu handicapé pendant ces 17 années alors qu'elle vivait seule. Enfin, elle a un parcours assez incroyable, mais son histoire finit mal puisqu'elle se fait dénoncer après la chute du mur et termine en prison. Elle est très amère par rapport à ces années-là, puisqu'il y a tout un récit assez fantasmé qui s'est construit autour de sa carrière, qui prétend qu'elle a espionné par amour, qu'elle a été séduite par un agent de la Stasi et que c'est par amour qu'elle a fait tout ça. Alors que l'histoire est beaucoup plus complexe et qu'elle a surtout espionné par idéologie. Puisqu'elle était très soucieuse de l'égalité entre les hommes et les femmes à une époque où en Allemagne de l'Ouest, ce n'était pas vraiment un souci. Et cette égalité homme-femme était davantage respectée en Allemagne de l'Est. Et elle avait une image assez positive de la société est-allemande. Et puis, elle était soucieuse de l'équilibre des forces entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est pendant la guerre froide et pensait que pour éviter la catastrophe nucléaire, il fallait que les armements, les informations, qu'on soit d'équerre des deux côtés. Donc elle a travaillé pour la Stasi, persuadée d'œuvrer pour la paix. Et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis 2 ans à la convaincre de me parler. J'ai même fini par... Parce qu'on avait déjà beaucoup écrit sur elle dans la presse, qu'elle était, vous l'avez dit, ce personnage un peu connu et mal décrit en quelque sorte. Et elle avait peur que les clichés sur cette espionne par amour, si on peut dire, se répètent, c'est ça ? Voilà. Parce qu'en fait, l'Allemagne de l'Est était très connue à l'époque pour ses services de renseignement. C'était Markus Wolf qui était à la tête des services extérieurs de la Stasi. Et il avait mis en place une stratégie diabolique, mais quand même assez géniale, qui était que pour avoir accès aux informations détenues par les hommes politiques d'Allemagne de l'Ouest, plutôt que d'essayer de les convaincre eux, il suffisait de convaincre leurs secrétaires. Puisque les secrétaires, elles ont accès à toutes les informations de leur patron. Et donc pour ça, il envoyait des flottes de Roméo, on les appelait, qui étaient des jeunes hommes séduisants, chargés de séduire les secrétaires. Il y avait même des mariages, des vrais faux mariages, puisque les femmes étaient persuadées que leurs fiancés les aimaient, alors qu'en fait, c'était des mariages fictifs opérationnels, comme on les appelait en Allemagne de l'Est. Et ça a remporté un franc succès, puisqu'il y avait beaucoup de secrétaires après-guerre célibataires, puisqu'il y avait moins d'hommes que de femmes à l'époque. Et donc, ça marchait très bien. Et donc, on a raconté que Gabrielle Legast était une victime de Roméo, et sachant que c'était vraiment une intellectuelle, vraiment une pièce maîtresse des services secrets est-allemands à l'époque, elle a vécu très mal de se faire reléguer au rang de godiche. Et donc elle m'a dit, moi j'arrête maintenant. En plus, elle avait écrit son autobiographie dans les années 90 pour défendre sa position, et elle dit, j'ai aucun intérêt en gros à vous parler, et j'entendais très bien, simplement ça m'arrangeait pas, donc je revenais à la charge. Il fallait bien la convaincre de vous raconter, évidemment. Ce qui est intéressant dans vos 2 livres, et on va terminer là-dessus, Stéphanie Desortes, c'est cette force de ces femmes, cette possibilité de tout faire pour arriver à ses fins, c'est-à-dire obtenir ce renseignement. C'est une forme de quête absolue. Oui, de quête absolue, mais attention, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps parce que c'est comme les grands sportifs, c'est comme les champions. Il y a une espèce d'adrénaline qui les pousse à repousser tous les obstacles et rien ne les arrête. Et Betty, qui est très jeune finalement, qui a une 30aine d'années, passe partout. Et sauf que il y a un moment où ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, et ben là, c'est une autre histoire. Et celle-là, on n'a pas spécialement envie de la raconter. Moi, ce qui m'a passionnée, c'est ces années de guerre, ces années fascinantes d'aventure. Et voilà.
Et on le retrouve dans votre livre chez Albin Michel. Stéphanie Desormes, merci beaucoup d'être venue nous parler de Betty Pack, alias Cynthia, c'est son nom de code. Merci beaucoup à vous, Chloé Eberhard, d'avoir été avec nous à distance. Les espionnes racontent, grâce au dessin d'Aurélie Paulet, c'est aux éditions, coéditions Arte Éditions et Steinkiss. Merci d'avoir toutes les deux été dans le Book Club ce midi.